Bienvenue à tous pour ce 21e rendez-vous du futur, ici au Cube, à Issy-les-Moulineaux. Le 21e déjà, et vous allez voir, c'est un rendez-vous du futur exceptionnel auquel vous allez assister et auquel vous allez participer évidemment sur les réseaux. Vous êtes plus de 2000 à suivre chacune de ces émissions en direct, en moyenne à chaque fois. Merci beaucoup. Ensemble, continuons le combat, continuons de faire rayonner tout ça et continuons de nous amuser également avec la complicité de nos invités, bien sûr. Cette émission interactive est diffusée en direct grâce aux moyens, que dis-je, aux talents techniques conjugués du Cube, de la JD Carré et de Triple C et de Un Air de Chat. Le live tweet est organisé et impulsé par les équipes de Triple C, de Notex et de Un Air de Chat. Et du Cube également, nous sommes dans la combinaison de talents en permanence. Participez sur Twitter au rayonnement de cette émission et au débat, au dialogue, sur le hashtag RDVF, dièse RDVF. Nous reviendrons en fin d'émission avec Astrid pour le désormais traditionnel point tweet de fin d'émission. La règle du jeu est toujours la même. Durant 1 heure, nous co-construisons une émission sur la base de vos interpellations, de nos questions, des nôtres aussi un petit peu. Et nous dialoguons, un dialogue qui sera co-animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et par moi également. Moi, je suis Éloi Choplin, de l'agence Triple C. Je serai l'humble passeur de vos questions, un petit peu des miennes également, le passeur de nos questions à tous, en gros, car, vous le savez, cette émission est co-construite en direct. Et vous aurez la parole à tout moment, que ce soit sur Twitter, sur Facebook également, le Facebook de Rendez-vous du Futur, et sur le chat, en dessous de votre petite fenêtre, vous avez la possibilité de poser des questions. Je les reçois ici et je pourrai les poser à d'autres invités. Alors nous sommes très honorés de recevoir un scientifique qui a l'art de nous faire aimer les maths, notamment entre autres matières scientifiques. Je ne croyais pas cela possible en ce qui me concerne et j'avoue que ça commence à me titiller maintenant les mathématiques. Il a sorti il n'y a pas si longtemps un essai aux éditions Odile Jacob, La science, une ambition pour la France. Laissez-moi vous présenter André Braic en quelques mots. Donc en 2-3 mots, professeur, voilà qui n'est pas une mince affaire pour vous présenter. Donc je vais ne pas du tout jouer l'exhaustivité. Loin s'en faut. Vous êtes astronome, vous êtes physicien, vous êtes astrophysicien. Comme tout bon astrophysicien qui se respecte, vous êtes donc un peu philosophe. Vous qui prenez du recul sur le monde, sur notre civilisation, à travers votre longue vue, évidemment. Vous avez un parcours assez peu commun. Votre menu quotidien à vous est fait de supernovas, de théorie du chaos, de dynamique des galaxies, d'exploration du système solaire, d'anneaux également. On va y revenir évidemment dans l'émission. Depuis 91, vous faites partie de l'équipe d'imagerie de la sonde Cassini et vous le resterez jusqu'en 2021, si je ne m'abuse. C'est un super CDD. C'est un CDD incroyable de 30 ans. Notons tout de même qu'en 1990, l'astéroïde 3488 a été baptisé Braic. On y reviendra également probablement. Alors votre livre, La science, une ambition pour la France, chez Odile Jacob, votre livre se lit comme un dialogue, comme un constat, comme une série de propositions très concrètes que vous faites. Vous voulez faire avancer votre pays, on le sent. Pour vous, il faut renouer le dialogue entre la science et la société qui entoure la science. Et cette science ne connaît pas de frontières pour vous. Nous sommes dans un monde global et la science est globale. Pourtant, on voit tous les jours que la science, il y a une défiance qui s'accentue. On le voit dans les grands journaux quotidiens où finalement les horoscopes ou le tiercé occupent bien plus de place que la science. La science, on en entend parler que quand il y a des Nobel, que quand il y a des grandes découvertes, mais finalement au quotidien, on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc on va également aborder toutes ces problématiques-là. Et pour vous, mieux connaître la science permettrait sans nul doute, de lutter contre cet obscurantisme galopant qu'on peut constater un petit peu partout. Alors merci. Merci pour ce plaidoyer, merci pour cet enthousiasme, merci pour cette envie de vulgariser votre quotidien qui peut paraître extrêmement complexe. Et à vous écouter, on va s'apercevoir qu'en fait tout est extrêmement simple, bien sûr. Moi, je vous dis merci de m'inviter tout d'abord. Alors d'abord, vous avez prononcé le mot complexe, pas du tout. Simplement, il se trouve que j'ai une chance extraordinaire. J'effectue le plus beau métier du monde, je considère, et beaucoup de gens ne sont pas au courant. Et si j'ai la chance d'effectuer ce métier, c'est grâce à mes maîtres, qui hélas sont maintenant décédés. Et ces personnes m'ont passé le relais. Et avant moi-même de disparaître, je pense que mon devoir, c'est de passer le relais aux suivants, en tout cas à ceux que ça intéresse.
Alors, vous avez parlé de complexité, de sciences, difficultés, d'obscurantisme, etc. Oui, je voudrais quand même faire une remarque. Dans la science, on ne se rend pas compte chaque jour. Eh bien, chaque jour, tous les actes que vous faites sont baignés par des découvertes scientifiques récentes. Réfléchissez à ce que vous faites. Vous vous levez le matin. Vous allez prendre votre douche. Vous utilisez votre téléphone. Vous prenez la voiture. Vous allez à l'hôpital. Vous prenez l'avion. Vous écoutez la radio. Vous téléphonez avec votre portable à des amis. Vous repérez par le GPS à l'endroit où vous êtes, etc. Eh bien, dites-vous que vos grands-parents et vos parents n'avaient pas accès à ces outils, n'étaient pas soignés de la même manière, et que ces outils sont le résultat de découvertes fondamentales qui n'avaient rien à voir, a priori, avec la vie quotidienne, qui ont été faites en 1930, 1940, 1950, 1960. Autrement dit, nous sommes bercés par la science tous les jours. Et en même temps, si vous prenez les gens, je ne veux pas dire qu'ils sont importants, mais les gens qui dans ce pays jouent quelques rôles de direction. Prenons les présidents de la République, prenons les députés, prenons les sénateurs, prenons les ministres, prenons les directeurs des chaînes de radio et de télévision, prenons les directeurs des journaux, prenons les grands capitaines d'industrie. Tous ces gens, qui souvent sont intelligents, de bonne volonté, qui ont fait des études de qualité, n'ont jamais touché, même avec le petit doigt, le monde de la recherche. Je sais pas ce que c'est. C'est pas enseigné à l'ENA, c'est pas enseigné à Polytechnique. Il se trouve que j'avais un jour, après avoir écrit celui que vous avez cité, j'ai été invité à déjeuner par François Hollande, et je lui ai dit que les grandes écoles françaises, qui recrutent des gens de qualité, ignorent le monde de la recherche, ce qui est une perte pour la France. Et j'ai cité un certain nombre de grandes écoles, par exemple HEC, l'ENA, Sciences Po, etc. Et comme cet homme a un peu d'humour, à la fin du repas, il m'a dit, écoutez, les 3 écoles que j'ai faites, c'est HEC, Sciences Po et l'ENA, j'espère que j'ai pas été trop déformé. Je lui ai dit, écoutez, je vous dirai dans 2-3 ans si vous êtes récupérable ou pas. Hein. Donc là, ça fait que 18 mois, mais... oui, donc j'attends un peu. On attend un peu. Simplement, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la science, c'est d'abord un grand bonheur. C'est une extraordinaire aventure. Souvent, je vois des gens qui sont moroses au jour le jour. C'est pas du tout l'image que donne la science. En plus, c'est très amusant. Je comparerais la science à la musique. Quand vous voulez apprendre la musique, au début c'est compliqué. Il faut apprendre le solfège, il faut apprendre le piano, il faut apprendre tout ça, c'est compliqué. Mais quand vous savez jouer, c'est un plaisir extraordinaire. Prenez un enfant qui a 1 an, il sait pas marcher. Quand il se met debout, il tombe, c'est compliqué, c'est dur. Alors il parle pas, donc il peut pas vous dire combien il souffre. Mais c'est compliqué de marcher. Mais une fois que vous savez marcher, on peut se promener, c'est extraordinaire. La science c'est pareil. C'est un petit peu difficile au début pour apprendre quelques fondamentaux. Une fois qu'on les a, c'est un vrai bonheur. Et surtout, dans les problèmes actuels, on vous parle de violence. Bon, il est clair que la violence n'est pas la fille de la pauvreté, contrairement à ce qu'on croit les sociologues ont étudié ça mieux que moi. La violence est la fille de l'inculture. Et la culture n'est pas assez bien traitée. Et dans la culture scientifique est partie de la culture. Quand on va à rue de Valois, ministère de la Culture, on vous parle de sculpture, de peinture, de musique, de poésie. On a raison, mais on oublie la culture scientifique. Alors, non pas la science en tant que technologie, la science d'application, mais la science en tant que culture, c'est-à-dire essayer de comprendre le monde. Et au-delà de ça, donc la violence, le chômage, c'est pas en faisant des chemises à bon marché qu'on le résoudra. En Chine, ils font ça mieux que nous. C'est évidemment un genre d'innovation, la recherche. Et l'obscurantisme, quelle que soit ses natures. L'obscurantisme, c'est aussi bien les journaux dans lesquels il y a un horoscope. Quel scandale qu'au XXIe siècle, on fasse croire aux gens que selon la date de naissance, leur sort en dépend. C'est idiot. Hein. Moi, je dis au directeur de journaux avec qui je dîne de temps en temps, arrêtez de faire ça. Alors, ils me disent, oui, mais si j'arrête, je perds 3000 lecteurs. Je dis, écoute, vous avez déjà plein d'argent, vous n'êtes pas à 3000 lecteurs près. Hein, alors, il y a l'obscurantisme religieux, l'obscurantisme de l'horoscope, il y a l'obscurantisme de ce gouvernement, etc. Et donc, d'une certaine manière, je pense qu'il est important, c'est de montrer aux gens combien ce monde est merveilleux. Ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas grave. Mais aux gens seraient très curieux. Et moi, je vois, nous avons actuellement 300 chaînes de télévision pratiquement. Vous allumez le poste à 8h30 le soir, c'est compliqué pour trouver une émission vous parlant un petit peu de science. Il n'y a pas de chaîne scientifique. Aucune. Mais même, les chaînes scientifiques, il faut être câblé, il faut être plus ou moins riche. Moi, je parle de chaînes de grande écoute. Ouais. Eh bien, à ce moment-là, je pense qu'à 8h30, il devrait y avoir des chaînes vous parlant de l'aventure scientifique. Et ceci a déjà été fait. Dans les années 70, bon, vous n'étiez pas né, vos parents non plus, mais vous voyez, moi, je suis un vieux machin. Les années 70, j'avais été invité un jour à faire une émission par Pierre Sabac, qui est un des pionniers de la télévision, et il m'avait assis sur un tabouret devant un drap blanc, oui, donc accessoire coûtant peu cher à la télévision française, et j'avais pendant 1 heure parlé des comètes. Et cette époque, il y avait 3 chaînes, la 1, la 2, la 3, toutes les 3 en noir et blanc. Et c'était un dimanche soir à 20h30, heure de grande écoute. Eh bien, ce jour-là, il y avait sur la 1 Jean-Paul Belmondo dans L'Homme de Rio, il y avait sur la 2 Jacqueline Maillan dans une pièce de théâtre, et puis il y avait moi, bougeant les bras et parlant des comètes sur la 3.
Eh ben, sur l'audimat, on a été battu de justesse par Belmondo, mais ça a coûté plus cher, et on a battu Jacqueline Maillan. Ce qui veut dire que si on prenait le pari de faire une émission, évidemment, joyeuse, gaie, merveilleuse, etc., il y aura un monde fou. Moi, j'ai fait de temps en temps des conférences pour essayer de promouvoir la culture scientifique. Il m'arrive de les faire dans une ville de province ayant seulement 30 000 ou 40 000 habitants. Il y a 2000 personnes, alors que ce soir-là, il y a un match de foot à la télé, etc. Autrement dit, les gens seraient passionnés, mais on leur propose pas. La chaîne télévision française, vous avez une service des sports, donc de qualité, mais il n'y a pas de service scientifique, alors que la BBC en a une. Et quand la télévision française diffuse un reportage, il est américain, allemand, japonais ou anglais. On pourrait bien faire quelque chose de français. Je suis pas nationaliste, mais il y a certaines émissions. Je pense à E égale M6 par exemple. Très bien, ça en fait une. Très bien, très bien. Sorcier. Très bien. Sur France Inter. Non, mais il y en a quelques-unes. Ouais. Mais on peut pas dire que si vous êtes un soir à 8h30, n'importe quel soir, dites tiens, là j'aimerais bien savoir où ils en sont à la recherche spatiale. J'aimerais bien savoir où ils en sont sur le domaine de la santé, où ils en sont en biologie, où ils en sont en archéologie. Ben, il faut attendre 2h du matin, une chaîne câblée, etc. Faut aller sur Internet. Et surtout, prenez même les enfants. Les instituteurs, 80% des instituteurs qui sont des gens merveilleux, mais ont eu des études littéraires, sans que jamais on donne un mot de science. Donc évidemment, ils sont timides, et c'est à 8 ans, 9 ans qu'il faut faire aimer les choses aux enfants. Donc, moi qui suis astronome, je ne suis pas à quelques siècles près, même à quelques millions d'années près, mais je me dis qu'il faut lancer ça. J'ai eu le bonheur d'avoir une vie extraordinaire, et je rajouterai autre chose, c'est que moi je passe mon temps autour de Saturne, mais de temps en temps je reviens sur Terre. Et quand je reviens sur Terre, j'allume la télévision, je regarde un journal, et qu'est-ce que je constate? C'est la crise, c'est épouvantable, rien que des gens, c'est la crise. Or, écoutez, on n'a jamais vécu aussi vieux. On n'a jamais été aussi bien soigné. On n'a jamais fait autant de découvertes. Je fais partie de la première génération depuis 2000 ans qui ne soit pas partie à la guerre. Je veux dire, mes ancêtres, la guerre de 14, des millions de morts. Un bateau à Marseille il n'y a pas si longtemps, la moitié de l'épidémie, la moitié de l'île était morte. Aujourd'hui, non. Quand on allait au Moyen-Âge à cheval à Marseille, on était agressé 8 fois. Aujourd'hui, quand on va à Marseille, on est agressé moins de 8 fois, etc. Donc, c'est une grande merveille. Et si on me dit, t'as le choix de naître quand tu veux, entre il y a 6000 ans et aujourd'hui, c'est évident que je choisis de naître aujourd'hui. C'est maintenant. Et donc, tous ces homo tristus, comme j'appelle, qui apportent des mauvaises nouvelles, c'est que dans l'Antiquité, le messager de mauvaises nouvelles était mis à mort. Alors, je ne demande pas qu'on mette à mort tous ces messagers de mauvaises nouvelles, mais je plaide pour les homo rigolus, moins nombreux, mais plus utiles que ces homo tristus. Et chacun sait que la tristesse, c'est communicatif, mais que l'enthousiasme est aussi communicatif. Et quand bien même, nous serions dans une situation grave, désespérée, sérieuse, si on a de l'avance, si on était en enthousiasme, qu'on avancerait. C'est pour être entré dans c'est affreux en se lamentant. Autrement dit, je vois un tas de possibilités. Je vois une chance extraordinaire que nous avons par rapport à nos ancêtres. Il n'y a pas si longtemps, mes parents travaillaient, ma grand-mère, s'occupait en partie de moi, elle me disait que son problème, elle était la fille aînée d'une famille nombreuse, c'était de nourrir la famille. Elle disait, ce soir, j'ai de quoi manger. Mais qu'est-ce que je vais faire demain? Et elle me dit, je suis toujours arrivé, mais en jonglant. Moi, mon problème, c'est pas de savoir si je vais manger demain, c'est est-ce que j'aurai le temps. Autrement dit, je veux dire, mes ancêtres, beaucoup de mes ancêtres étaient au fond de la mine. Ils sont tous morts de la silicose à 50 ans. Bon, je serais né 50 ou 100 ans plus tard, j'étais mort à 50 ans. Quand même, arrêtons de nous plaindre, allons de l'avant, et chacun sait que s'il y en a un peu d'enthousiasme, on avance. Et je rajouterai autre chose, vous parlez de la mission Cassini, je me souviens au début, c'est une mission autour de Saturne qui a coûté 4 milliards d'euros. Certains trouvent que c'est beaucoup. Et c'est sur 30 ans. C'est sur 40 ans et c'est une vingtaine de pays, donc c'est pas grand-chose. Mais 4 milliards d'euros, comme je dis, c'est pas grand-chose parce que je connais certains banquiers qui avec la même somme font moins bien que nous. Donc, avec cette somme au début, mes copains m'ont dit, on n'y arrivera jamais, jamais on n'aura cet argent. Et je leur ai dit quelque chose qui me semble important et que j'essaie de dire à tous mes étudiants, c'est que dans la vie, il suffit de dire qu'une chose est impossible pour qu'elle le devienne. Ils nous ont mis 10 ans à nous battre. On a eu les crédits, vous l'avez cité, 90. On a construit la sonde, on l'a lancée en 97, on est arrivé à Saturne en 2004. On finit la mission en 2017, on va débrouiller jusqu'en 2020, 30, etc. Et maintenant, je pense aux nouvelles missions. Et si demain, on me donne 7 milliards d'euros, je vous promets que nous serons en 2057 près de Neptune. Et si vous m'invitez pour parler des résultats en 2059, je viendrai dans ma chaise roulante vous expliquer ce qu'on a trouvé. Avec grand plaisir, le rendez-vous est pris. Niels, est-ce que vous voulez enchaîner là-dessus? C'est un véritable feu d'artifice, vous avez abordé plein de sujets. J'ai répondu aux questions. Recentrons. Voilà, non. Donc, moi, je vais revenir un peu sur la notion du temps. Vous avez évoqué d'ailleurs à plusieurs reprises. Vous venez de dire, je suis pas à quelques années près. Vous avez dit, aujourd'hui, on est baigné d'innovations qui sont très récentes, etc. Alors Einstein disait, je ne pense jamais au futur. Il arrivera bien assez vite. Et effectivement, on a le sentiment que le temps s'est accéléré. Alors, je ne vais pas froisser le physicien, je dirais plutôt que cette accélération du temps, c'est en fait notre capacité à interagir avec le monde qui s'est considérablement augmentée grâce aux technologies et à la science.
Dans votre domaine, d'ailleurs, vous dites vous-même qu'en moins de 20 ans, on a découvert plus de 570 nouvelles exoplanètes, ce qui relève, j'imagine, d'un véritable... Enfin, c'eût été de la science-fiction il y a encore quelques années ou quelques décennies. Alors, ma question est, vous qui explorez un univers qui a à peu près 14 milliards d'années, si je ne dis pas de bêtises, quel est votre rapport, vous, au temps, à ce temps-là qui est juste infini, c'est conceptuellement même pas imaginable, et ce temps qui aujourd'hui semble s'accélérer considérablement? Alors, sous le seul mot temps, il y a en fait au moins une dizaine de questions. Alors, j'essaie d'être clair. D'abord, vous parlez d'accélération. Ce qui se passe, c'est l'accélération des découvertes. J'ai parlé de ma grand-mère tout à l'heure. Quand elle est née en 1882, pardon, l'avion n'existait pas. La voiture n'existait pas. Le téléphone était embryonnaire. Le chemin de fer venait d'être inventé. Quand elle est décédée, l'homme avait débarqué sur la Lune. Autrement dit, en une génération, ce basculement est extraordinaire. Donc, nous vivons effectivement un siècle, une époque de découverte continue. Et c'est pour ça que je regrette ce hiatus qu'il y a dans la société entre, d'une part, l'avancée des sciences et la méconnaissance, non seulement du public, mais des gens qui, entre guillemets, nous dirigent. Donc ça, c'est un premier point. Alors maintenant, vous avez rappelé l'âge de l'univers. Vous savez que nous avons précisé l'âge de l'univers en mars dernier. Et nous avons appris en mars dernier que l'univers avait 80 millions d'années de plus que nous ne croyions. Donc on va encore avoir des problèmes pour les retraites, là. Donc l'âge exact de l'univers, c'est 13,82 milliards d'années. Alors quand je dis 13,82, ça ne veut pas dire qu'il y a 13,82 milliards d'années, il y a un homme barbu qui est arrivé en disant tiens, j'ai une semaine devant moi si je créais l'univers. Et puis je me reposerai le 7e jour. Non, c'est pas ça. Simplement, ça veut dire que nous, astronomes, nous sommes capables de vous raconter ce qui s'est passé depuis 13,82 milliards d'années. Mais rien ne nous indique que c'est le commencement, ni le début. Simplement, nous sommes capables de... Alors, c'est quand même pas mal, parce qu'il y a encore 50 ans, on est capable de vous parler des derniers millénaires. Là, maintenant, nous sommes capables de vous parler des derniers milliards d'années. Alors maintenant, ce temps... D'abord, la première question que vous posez, c'est qu'est-ce que c'est que le temps? Alors, vous êtes dans la rue, prononcez le mot temps, tout le monde comprend. Un enfant de 3 ans comprend, la concierge comprend, ma cousine comprend, tout le monde a compris. Mais maintenant, si on veut, définissez-moi le temps. Ouais, qu'est-ce que c'est? Moi, j'en suis incapable. Ouais. Comme disait un autre, le temps, peut-être, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. C'est quoi le temps? Alors, j'ai un collègue à Saclay qui me dit, tu sais, André, le temps n'existe pas. Alors, je comprends pas complètement ce qu'il veut dire, je comprends un peu quand même, mais on remet en doute tout ça. Et en tout cas, le temps, nous le savons, dépend de la vitesse à laquelle vous déplacez, l'accélération, et dépend aussi de la masse que vous fréquentez. C'est-à-dire que nous sommes ici sur Terre, nous avons une pendule qui tourne continuellement, qui nous dit que le temps avance de temps. Mais supposez que je vous mette dans un vaisseau spatial et que je vous accélère d'un G. Un G, c'est la gravité sur Terre, donc c'est pas terrible. Continuellement. Et que je vous envoie à 26 000 années-lumière de distance. 26 000 années-lumière, je rappelle que la lumière fait 300 000 km par seconde. Donc vous pouvez dire, attendez, c'est pas possible, etc. Et je n'y arriverai que dans 26 000 ans. Il y avait la lumière, ça c'est pas. Mais un peu moins vite, j'arriverai dans quelques 100 000 ans. Peut-être. Mais l'horloge qui est à bord de la sonde, il se sera écoulé 30 ans, pas plus. Autrement dit, si j'ai 2 jumeaux sur Terre, j'en envoie un au centre de la galaxie, il y va, il revient, il a fait l'aller-retour en 60 ans, alors que son jumeau, lui, il a vécu 200 000 ans. Ça veut dire aussi que ce temps est variable en quelque sorte. C'est une grande découverte d'Einstein, la relativité générale et tout. Et nous le constatons dans les horloges. Ce que nous ignorons, c'est que nous savons comment se comportent les horloges, nous ne savons pas comment se comportent nos cellules. On n'a jamais envoyé quelqu'un pour voir comment il revenait. Encore que nous connaissons tous des gens qu'on enverrait volontiers au loin et pour qu'ils ne reviennent que dans quelques millénaires. Mais ça, c'est une autre histoire. Autrement dit, c'est une grande question qui est posée maintenant, où il faut bien distinguer la question, je dirais, physique, qu'est-ce que c'est que le temps, de la question philosophique. Qu'est-ce que je ressens moi, comment je le vis, etc. C'était Einstein qui disait avoir sa main 1 minute sur une poêle, c'est insupportable, c'est trop long. Mais être 1 heure dans les bras d'une jolie fille, ça dure trop peu de temps. Donc, vous voyez, c'est relatif le temps. Il disait c'est ça la relativité. Donc, en gros, et puis le temps philosophique, je dirais aussi. Autrement dit, on voit que derrière le mot temps, il y a une richesse extraordinaire, mais que cette richesse, on ne peut la remplir que grâce à la science. Et justement, alors sur le rapport existentiel au temps. Est-ce que ça va pas être encore complètement bouleversé par la promesse d'immortalité qui semble émerger de plus en plus aujourd'hui des labos de recherche que vous connaissez. Je pense par exemple à l'Institut de la Singularité, des gens comme Kurzweil qui travaillent sur cette notion d'homme-machine, d'homme augmenté, de tout ce que vous voulez, mais enfin bref, d'homme immortel. Est-ce que vous croyez à cette promesse-là? Et 2, si oui, sur un plan existentiel, comment vous percevez ça, cette rupture, si je puis dire dans Alors, il y a 2 choses. À la question, un jour, est-ce que la science sera tellement avancée comme deviendra immortelle? Honnêtement, j'en sais rien.
Et j'en sais rien pour une bonne raison, c'est que toutes les découvertes importantes scientifiques ont été faites de manière inattendue. Rien n'était prévu à l'avance. La pomme de Newton. Oui, même pas. Je veux dire, le téléphone n'a pas été inventé par un programme gouvernemental d'amélioration des techniques de vol des pigeons voyageurs. Hein. Je veux dire, bon, les rayons X n'ont pas été trouvés par un programme hospitalier de détection des fractures osseuses. Hein. Autrement dit, quand je vois des hommes politiques programmer la recherche, c'est un oxymore, c'est idiot. Hein, c'est toujours inattendu. Donc je ne vais pas vous prédire l'inattendu. Hein. Simplement, il y a un progrès continu. Je crois au progrès et sans science, il n'y a pas de progrès, évidemment. Alors maintenant, est-ce que c'est possible? Je suis pas biologiste, mais je cite juste un point. Notre problème à nous pour la vieillesse, c'est que les cellules meurent. Alors, on pourrait trouver un moyen d'arrêter la mort des cellules. Pourquoi meurent-elles, etc. C'est des grandes questions. Ça serait le sujet d'autre émission, je pense. Mais imaginons qu'on arrête la mort des cellules. C'est le problème. C'est que si on arrête la mort des cellules, c'est le cancer. Qu'est-ce que c'est qu'un cancer? C'est que vos cellules se développent sans jamais mourir et vous en mourrez, justement. Donc, est-ce que c'est possible de rendre un homme immortel? Je n'en sais rien. Probablement qu'on augmentera la durée de vie. Certains me disent, mais tu sais, si on vivait 200 ans, 300 ans, tout le monde aurait Alzheimer. C'est-à-dire, on perdrait le cerveau, c'est là que tu céderais, etc. C'est-à-dire, j'imagine qu'à chaque étape qui sera franchie, et on franchira des étapes, ça posera d'énormes problèmes. Alors maintenant, imaginons que l'homme ait atteint l'immortalité. Alors là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est, si nous restons tous sur Terre, on serait surpeuplé si on se reproduit. On pourrait arrêter de se reproduire. Alors, il y a un problème, on ne progresserait plus. Chacun sait que tous les grands progrès de l'humanité ont été faits quand la génération d'avant est morte. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on imaginait que la Terre était immobile au centre de l'univers, et tous ceux qui disaient le contraire, on les passait par les armes. Giordano Bruno était brûlé vif le 17 février 1600, Galilée a eu sa main de vie gâchée par ce genre de choses, et puis les gens sont morts, il y a eu d'autres générations, etc. Donc c'est une bonne chose en quelque sorte de mourir, parce qu'on permet à de nouvelles idées de naître. Mais alors imaginons qu'on se reproduise plus. Là, c'est une société qui se fossiliserait. Chacun sait quand on... Je dirais, le progrès ou la science, c'est comme la bicyclette. Si vous n'avancez pas, vous tombez. Hein. Donc la seule manière, c'est d'avancer, et l'homme est tel qu'il est conservateur de nature, il n'avance pas. Mais vous n'avez pas Maintenant, l'autre solution, supposons qu'on se reproduise, et à ce moment-là, on peut imaginer qu'allant justement visiter ces autres planètes qui a plein de monde habitable, et qu'on va coloniser l'univers, qu'on va coloniser la galaxie, on pourrait imaginer, mais alors là, on n'est pas dans quelques siècles, on n'est même pas dans quelques millénaires, on est dans quelques dizaines de millénaires. Donc je ne suis pas auteur de science-fiction, mais tout peut se passer. Tout peut se passer. Alors moi j'ai quand même un boulot particulièrement détestable du coup, parce que j'essaye d'être le maître du temps. Et rien n'est simple. Rien n'est simple. Ce que je vous propose, c'est que vous passiez l'émission en 78 à toute vitesse, que les gens écoutent tranquillement. On passe 5 heures à en discuter. On peut faire comme un 78 tours. Voilà. 78 heures, 33 tours. Chiche. Jonathan, là, au platine, est-ce que c'est possible? J'aimerais vous montrer quelque chose. Nous avons un parrain dans cette émission qui est Joël de Ronet, que vous connaissez, et qui lui est biologiste. Vous n'êtes pas biologiste, lui est biologiste. Et il a souhaité vous interpeller, vous poser une petite question. C'est notre première résonance, notre première petite surprise de la part de notre parrain, Joël de Ronet. Cher André, nous vivons, et tout le monde le connaît, à partir du Big Bang. Et vous l'expliquez tellement bien que j'ai envie de vous poser une question qui est liée à des théories actuelles concernant l'univers dans lequel nous vivons, qui ne serait pas une seule grande sphère qui s'étend à l'infini, mais plutôt un monde en mousse de bière. Mousse de bière. Nous sommes dans une bulle de la mousse de bière. Et donc il y a un Big Bang, mais peut-être que dans la mousse d'à côté, il y a un Big Crunch. On va à l'envers du Big Bang. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Est-ce qu'elle est réaliste? Et si notre Big Crunch arrive, on va vers quoi derrière? On perce une membrane et on renaît ailleurs, dans un nouveau Big Bang? Est-ce que c'est une sorte de karma à l'infini, ou c'est une fois pour toutes? Cher professeur, il va falloir juste en 2-3 mots qu'on comprenne peut-être un petit peu mieux sa question, et que du coup vous nous aidiez à mieux la comprendre, et une réponse également en 2-3 mots, parce que nous avons un programme chargé derrière. Ouh là là, 2-3 mots, c'est difficile. En gros, la question que je pose Joël, c'est une théorie relativement récente de ce que certains ont appelé les multivers, c'est-à-dire qu'il y a univers, et on pourrait imaginer qu'un peu, alors lui il a donné l'exemple de la mousse de bière, on pourrait donner l'exemple d'un ballon de baudruche qui se gonfle, puis il y a plein de petites aspérités, il y a plein de petits ballons de baudruche à côté, dont les uns se gonflent, les autres s'effondrent. Alors il faut bien comprendre, c'est une théorie. Alors, une théorie, on n'a pas à y croire ou pas à y croire. On la développe, c'est-à-dire on part d'équations mathématiques, on part de théories physiques et on la développe. Et on la constate ou et pas. Comment marche la science? La science, elle marche comme les hommes. Pour bien marcher, il faut 2 jambes. Si on vous coupe une jambe pour faire des économies, on marche pas mieux. Hein. Et donc, les 2 jambes de la science, c'est d'une part la théorie et d'autre part l'expérimentation, pour un chimiste, un physicien, ou bien l'observation
pour un astrophysicien ou pour un géophysicien. Autrement dit, la théorie a été mise sur pied, mais nous n'avons aucune observation pour l'instant qui dise que c'est vrai ou faux. Et en science, chaque fois qu'on fait une théorie, on la vérifie par des observations. Tant qu'il n'y a pas de contradiction, on continue. La moindre contradiction, on l'abandonne. Et il faut faire ces théories. C'est comme ça qu'on avance. Et donc, pour l'instant, c'est un domaine spéculatif. Nous ne savons pas. Alors, ou bien il y a des multivers, pourquoi pas, ou bien il n'y en a pas. Alors, s'il y a un big crunch, eh ben, on retourne vers, on finit en fin de rayonnement. Mais les échelles de temps sont telles, c'est des milliards d'années que, à côté de la vie humaine, on n'est pas concerné. Passer à travers des membranes, ça, c'est un autre problème. Ça prendrait une émission complète. Donc, finalement, vous voyez bien que le monde des possibles est fantastiquement élevé, mais le monde de la réalité est passionnant, mais en même temps un peu plus réduit. Alors justement, moi je voudrais rebondir parce qu'on avait Étienne Klein qui était sur ce plateau également et qui dit que le Big Bang, l'instant zéro, ne serait qu'un passage entre une certaine forme de l'univers qui a précédé le nôtre et notre univers actuel, c'est l'achèvement des processus antérieurs qui l'ont rendu possible, je le cite. Alors comprendre le Big Bang, c'est donc trouver l'état antérieur de l'univers. Pensez-vous qu'on pourrait trouver du même coup la matrice globale de l'univers, celle qui donnerait un sens au chaos qui nous entoure et nous donnerait de fait les clés du futur? Étienne a complètement raison. Souvent, quand on parle de l'origine de quelque chose, en fait, on parle de la fin d'un processus. Je dis à chacun, si vous me demandez quelle est votre origine, votre origine, c'est une histoire d'amour entre vos parents qui aboutit à vous. Donc, ça, et pareil, l'univers, rien n'indique que le Big Bang, c'est le début de quelque chose, évidemment. Donc, Étienne a parfaitement raison. Le problème, c'est que savoir ce qu'il y avait avant, si avant il y avait, je ne sais pas, demande des preuves, toujours pareil, une observation, demande des preuves que nous n'avons pas pour l'instant. Mais ne désespérons pas. L'extension de l'univers n'a été découverte dans les années 1930. Les grandes découvertes de cosmologie récente, ça date des 5 ou 10 années qui précèdent. Et puis dites-vous que quelquefois en science, on met 1000 ans, 1500 ans pour avancer. Je vous rappelle ce que disaient Aristote, Platon, Démocrite, etc. il y a 2000 ans et quelques. Et ce que nous avons maintenant. Il a fallu ce temps-là. Donc il nous faudra quelques millénaires pour avancer. Et nous ne savons pas si la découverte permettant de revenir en arrière, est-ce que dans la matière que nous avons, est-ce que dans les atomes, dans les quarks, des électrons, il n'y a pas un petit truc qui est le témoignage de ce qu'il y avait avant? Je n'en sais rien. Mais c'est en cherchant qu'on avance. Vous avez des vraies réponses de scientifiques sur les deux questions qui ont été posées là. Moi, j'ai envie de vous demander, dans le sens où on sent qu'il y a un esprit extrêmement cartésien et rigoureux. Oui. J'ai envie de vous demander, mais votre intuition à vous, à la limite même sur un plan philosophique ou spirituel, peu importe, mais votre intuition à vous face à cet univers que vous explorez au quotidien, on vient d'où? L'intuition comme l'imagination, c'est une nécessité pour tout scientifique. C'est pour ça que je dis qu'un scientifique, c'est comme un artiste. S'il n'a pas l'imagination, c'est pas un bon scientifique. Mais en même temps, il doit le conforter par sa technique. Sûr. Donc, on a de temps en temps des intuitions qui s'avèrent pas bonnes et puis d'autres qui s'avèrent bonnes. Personnellement, je sais que le débat est éternel entre ceux qui disent le monde a été créé. Alors par qui? Alors il y en a qui disent le monde a été créé par un dieu. Vous savez, c'est l'histoire du petit enfant qui dit à sa maman, maman, dis-moi qui a créé le monde. Et la maman dit, mais mon petit, c'est Dieu qui a créé le monde. Et l'enfant, dans sa logique, répond, mais maman, dis-moi qui a créé Dieu. Et on n'a rien gagné. Autrement dit... Mais vous, le jour où vous allez passer la main gauche comme chacun de nous, oui, vous allez dire, je vais vers quoi? Vers le néant, vers rien. Je suis un ensemble d'atomes. Je rappelle, ces atomes dont nous sommes constitués, nous tous, cette table, vous, donc c'est le retour etc., aux origines, ont été fabriqués entre il y a 6 et 12 milliards d'années dans une étoile qui a explosé, une supernova. Ils ont vécu leur vie sur Terre, etc. À un moment donné, il y a un atome là qui est sur le coin de votre œil, je vois, qui était sur la queue d'un dinosaure. Il y en a un autre qui était sur la pointe d'un escargot. Et puis, en ce moment, mes atomes donnent ce que je suis moi-même. Quand je serai mort, mes atomes vont se disperser. Partout, je sais pas si on me brûlera, mettre en terre, j'en sais rien, c'est pour mon problème. Et ils partiront vivre leur vie. Mais ce que j'ai été en tant que, comment dirais-je, réflexion, etc., il n'y a pas de pensée sans matière, évidemment. Je veux dire, imaginez qu'il y a une âme et une pensée. Bon, ça a occupé beaucoup de philosophes des siècles passés. Ça nous paraît un peu ridicule aujourd'hui. Ça permet de voir différemment ce verre, cette table et ça ne désespère pas, au contraire. Et si on parle d'immortalité, je crois que l'immortalité, elle demeure dans ce que vous laissez. Shakespeare, d'une certaine manière, est un peu immortel. Molière l'est aussi. Certains ministres le sont moins. C'est pour ça que je considère la profession la plus noble qui existe actuellement, c'est celle des chercheurs, des philosophes aussi, et des gens qui font avancer la connaissance. Je sens qu'on va revenir un petit peu sur le politique. Je sens que c'est quelque chose qui vous titille un petit peu. Mais avant, nous avons un rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec le futur. C'est évidemment le sens de cette émission, les rendez-vous du futur. Mais le point route du futur. Le point route du futur avec notre partenaire Sun Sun Sun. Sun, c'est une communauté de défricheurs du futur. Ils regardent plein de choses, ils regardent ce qui se passe actuellement, mais
mais c'est un peu le futur à l'intérieur du présent, quelque part. Alors Alexis Botaya, c'est le défricheur en chef, et Alexis Botaya est malade. Malheureusement, il est malade. Ceci étant, il m'a envoyé, grâce aux nouveaux moyens de communication, il m'a envoyé ces petites images qu'il souhaitait vous présenter, avec les textes qu'il souhaitait vous présenter. Donc je m'en vais vous raconter ce qu'il voulait vous dire. Alors, nous commençons avec la première image. La première image, c'est un voyage particulier, car vos enfants ont toujours voulu voyager dans l'espace, bien sûr. Alors, Nicolas a décidé de répondre positivement à ses enfants et d'envoyer d'abord, pour commencer, les jouets de ses enfants dans le futur. Il a fait cette promesse, il l'a tenue à son fils. Avec quelques centaines d'euros, Nicolas a accroché une figurine Hello Kitty et un petit cochon vert d'Angry Bird à un ballon rempli d'hélium. Nicolas a lâché le ballon qui s'est envolé avec ses passagers en direction de la stratosphère à plus de 20 000 mètres d'altitude. Toute la famille a pu suivre les aventures de Bad Piggy et de Hello Kitty grâce à une caméra GoPro embarquée à bord, et il y avait bien sûr un petit GPS dessus qui leur a permis de récupérer ce ballon, puisqu'évidemment ça monte et ça redescend, et c'est redescendu à 50 km à peu près de leur domicile. Les enfants étaient ravis. On attend évidemment la prochaine expérience avec un bébé dans l'espace. Deuxième petite image que Alexis Botaya de Sun 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 voulait vous présenter, c'est le projet Space Warps. Chers amis, il est temps de repartir à la chasse aux étoiles. Désormais, vos compétences de Stars Hunter pourraient bien être utiles à la science. En effet, le site de science participative Zooniverse vient de lancer le projet Space Warps, avec pour objectif de découvrir de nouvelles galaxies, de percer les mystères de la matière noire et surtout de détecter les déformations spatiales. Vous permettrez ainsi à la science de faire un grand pas dans la compréhension de l'univers, et puis qui sait, de découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux univers. La troisième petite image qu'Alexis voulait vous présenter. C'est un projet présenté par la société Elysium Space, dont le nom provient de l'état de perpétuel bonheur décrit dans la mythologie grecque et non pas du film éponyme avec Matt Damon. Je dis ça pour les connaisseurs de ce film avec Matt Damon que je ne connaissais pas. Créé en 2013 par Thomas Seavate, c'est un ancien de la NASA et du projet Hubble, le télescope. Elysium Space fournit une urne spéciale sur laquelle peuvent être gravées les initiales du défunt et ainsi qu'une plaque de métal sur laquelle vous pouvez écrire un message. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué si ce message doit faire 140 signes ou pas et s'il y a des hashtags. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est contre $1990. Vous pouvez mettre cette urne dans un vaisseau qui fera pendant plusieurs années le tour de la Terre et puis qui après retournera vers l'atmosphère et disparaîtra dans un rayon de lumière telle une étoile filante. Et en attendant ce moment d'apothéose extrême, vous pourrez suivre en live le voyage de Papy autour de la Terre grâce à une application dédiée. Formidable, non ? La toute dernière image qu'Alexis voulait vous présenter, c'est une révolution, c'est pour mettre fin à ces intolérables séances de diapositives de retour de vacances. Grâce au satellite Ardusat. Il y a un projet de satellite lancé via Kickstarter qui vous propose de troquer vos photos de Paris-Plage contre les images de la Terre vues de l'espace. L'originalité de la chose réside dans le fait que c'est vous qui shootez les photos en prenant le contrôle de l'un des multiples appareils photo à bord de ce satellite Ardusat qui s'est envolé le 3 août dernier contre 190 €. L'un des objectifs d'Ardusat est mis à votre disposition. Vous ajustez la focale depuis votre PC, vous shootez des images de galaxies, de planètes, de petits bonshommes verts, jaunes, verts, tout ça. Peut-être de Saturniens, je ne sais pas, nous allons peut-être en parler après. De quoi vous la racontez, bref, en soirée après, en montrant des images de l'espace que vous aurez pris. Ça va sacrément changer les soirées diapos. Et la Terre vue de l'espace, il y a de quoi évidemment rendre jaloux un certain Yann Arthus Bertrand. Voilà ce que Sun Sun Sun, ce que Alexis Botaya, le défricheur en chef de Sun Sun Sun, voulait vous présenter, professeur. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces petites images cocasses? Oh, c'est amusant. C'est bien amusant, à part que l'idée d'envoyer, une fois qu'on est décédé, un truc, en tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, j'enverrai l'une plus loin, parce que là, on serait tranquille pour des milliards d'années. Je donne l'exemple de la sonde Voyager, où j'avais la chance d'être membre de l'équipe scientifique. Ces sondes quittent le système solaire actuellement, et atteindront les étoiles de la constellation de Ophiuchus d'environ 5 milliards d'années. Donc tout ce qu'on a mis à bord, on a mis des photos de la Terre, on a mis un disque, on a mis bonjour, on a mis etc. Ça va durer des milliards d'années. Donc si vraiment vous voulez laisser quelque chose qui dure très longtemps, ne restons pas autour de la Terre. Allons plus loin. Voyons plus loin. Soyons plus ambitieux.
Cela dit, les bébés, pour l'instant, je leur apprendrai à marcher sur Terre avant de partir dans l'espace, parce que c'est très inhospitalier pour l'instant l'espace. Hein. Gardons les jouets, mais mes copains n'envoyons astronautes, pas. ils encouragent que moi, je sais pas. Alors, justement, pour rebondir sur cette question, d'ici environ 4 milliards d'années, la planète Terre sera brûlée normalement par le Soleil. L'humanité est donc dans la nécessité d'organiser son exode géographique dans l'espace intergalactique, mais également son exode ontologique, pour citer Teilhard de Chardin. Vous dites vous-même que l'homme va sortir du berceau. Est-ce que dès lors, le croisement de l'organique et de la machine n'apparaît pas comme une étape transitoire inéluctable ? Est-ce que l'homme peut aller... La machine, c'est qu'un outil. Alors d'abord, vous me dites 4 milliards d'années, vous êtes un peu optimiste là. En fait, je vous proposerais de déménager un peu avant, parce que il n'y aura plus de vie sur Terre, c'est-à-dire plus d'hommes et autres, dans 1 milliard d'années. Pour une raison tout à fait simple, c'est contrairement à ce qui est écrit dans les livres, le Soleil est de plus en plus chaud. Quand la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, pas l'homme, hein, l'homme c'est tout récent, eh bien il y a 3,8 milliards d'années, le Soleil était 30% plus froid. Et ça se comprend très facilement, puisqu'au centre du Soleil, vous avez 4 atomes d'hydrogène qui donnent un atome d'hélium, que 4 atomes d'hydrogène, ça tient plus de place qu'un seul atome d'hélium, et qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, ça se contracte, la densité augmente, la pression augmente, la température augmente, le Soleil est de plus en plus chaud. Et ça donnera le résultat suivant, c'est que dans 1 milliard d'années, le Soleil étant plus chaud, il n'y aura plus d'eau liquide sur Terre. L'eau liquide, ça donnera de la vapeur d'eau. Et l'effet de serre dû à la vapeur d'eau, c'est beaucoup plus considérable que le dioxyde de carbone, que le gaz carbonique. Alors, Donc il faudra penser à déménager avant, mais dites-vous Oui. qu'une espèce animale vit environ 2-3 millions d'années, que l'homme est apparu il y a 2 millions d'années, on commence à être en sursis. Donc le milliard d'années, il y a bien longtemps qu'on ne sera plus là. Ceci étant, même si visiblement on a un peu le temps, je préférais quand même qu'on sache à peu près où on peut aller. Et nous en avons parlé avec Hubert Reeves. Hubert Reeves, nous l'avons croisé hier au Parlement des entrepreneurs d'avenir au Conseil économique et social à Paris, Parlement qui avait lieu mardi et mercredi. Et Hubert Reeves a souhaité également vous interpeller, vous poser une petite question. C'est la deuxième résonance dans cette émission. Et c'est la petite résonance avec la JD Carré. Il y a un fait qui émerge de l'étude des exoplanètes, que le système solaire, tel qu'on le connaît, avec des petites planètes, 4 petites planètes rocheuses et 4 grosses planètes gazeuses, finalement, le grand étonnement, c'est que alors qu'on pensait que c'était un peu un modèle standard, un formatage régulier, il se trouve que c'est au contraire tout à fait unique. On voit des orbites dans lesquelles de très grosses planètes passent près du Soleil, des orbites qui sont inclinées dans des orientations variées, alors que le système solaire, tout est bien orienté. Alors ça peut être soit un effet de sélection, ça veut dire que c'est plus facile de trouver des systèmes solaires qui ne sont pas standards que des standards, ou bien est-ce qu'on peut dire que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que c'est un effet de sélection, ou bien c'est vraiment, et notre système solaire est quelque chose d'après sa disposition, la position des planètes, le fait que les orbites sont toutes bien circulaires, alors que tous les autres, c'est des grandes orbites genre comètes. Ce serait intéressant de savoir si on peut répondre à cette question. Alors, est-ce qu'on peut répondre? Tout à fait. Tout à fait. La réponse, je dirais même, c'est ce qu'on trouve toujours en science. Quand j'étais petit, que j'ai commencé à être impliqué dans les explorations spatiales du système solaire, je pense à la mission Voyager, nous sommes là dans les années 70, eh bien, j'avais appris à l'école que les planètes se ressemblaient. Jupiter, c'est comme Saturne, que les satellites se ressemblaient comme la Lune. Et la grande découverte, la grande nouveauté, se résume en 2 mots, qui sont les mots richesse et diversité. Il y a une diversité fantastique et une richesse fantastique. C'est la même chose sur les planètes. On va voir d'exoplanètes. On imaginait, Hubert a tout à fait raison, que tout ressemble au système solaire. 4 petites planètes, 4 débris. Nous, on habite le 3e débris en partant de la gauche, donc c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et puis 4 grosses planètes. Et puis on voit à l'extérieur une diversité extraordinaire, une richesse extraordinaire. Et donc la réponse, c'est cette grande diversité. Le système solaire n'est en rien particulier. Il y en a beaucoup qui lui ressemblent, mais il y en a aussi beaucoup qui lui ressemblent pas. Et donc, c'est un peu comme si vous disiez, mais alors, il y a des blonds sur Terre, mais il y a aussi des bruns, il y a aussi des roux. Il y a des hommes blancs sur Terre, mais il y a aussi des jaunes, il y a aussi des noirs, etc. Il y a des gens, il y a des espèces qui ont 2 jambes, mais il y en a qui en ont 4. Et puis, il y a même des 1000 pattes qui, en fait, n'en ont que 100. Mais en fait, dans ces planètes, il y a une grande diversité. Toutes les civilisations se rencontrent, et nous nous rendons compte que notre système solaire n'a rien de particulier. Il appartient à une catégorie avec d'autres. Il n'est pas seul.
Donc en aucun cas il serait extraordinaire, nous serions... Il y a des gens qui, comment dirais-je, imaginent le monde au centre de l'univers. Ils ont des nombrils un peu trop gros, vous voyez, c'est un peu comme au Moyen-Âge, on imagine la Terre au centre de l'univers, on n'est pas au centre de l'univers. L'univers se moque de la vie, il s'occupe de la... Simplement, on est apportant une catégorie comme beaucoup d'autres, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui sont très différents. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'attends avec impatience la découverte, ou non, de vie ailleurs que sur Terre. Et là, alors là, je vais faire une projection, j'ai peut-être tort, c'est que nous découvrirons à ce moment-là ce que nous appelons vie sur Terre n'est qu'un cas particulier d'un phénomène beaucoup plus général dont nous n'avons même pas idée pour l'instant. Et là, la philosophie va être bien dépassée. Les métaphysiciens, ils devront recommencer leur copie à zéro. Mais nous sommes au seuil d'une aventure extraordinaire. Et dans 1000 ans, 2000 ans ou 3000 ans, quand votre station se sera développée, vous vous rendez compte, il y a 3000 ans, on se posait des questions, maintenant on commence à la répondre. Nous sommes au début d'une aventure extraordinaire. Pour ça que ces homotrisus qui connaissent la crise, non, c'est pas la crise. C'est un bonheur extraordinaire que nous vivons en ce moment. Et mon seul regret, c'est que je ne dispose pas de quelques millénaires pour savoir ce qu'ils feront dans la suite. Il y a actuellement des banques qui prennent de l'argent. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des banques qui nous offre du temps. Je mettrai un peu de temps de côté, que je récupérerai quand je veux, mais ça, c'est pas encore inventé, hélas. Vive les Homo rigolus. Je continue à vous inviter évidemment à interpeller notre invité, à poser des questions. Vous êtes très nombreux sur Twitter à faire rayonner, à raconter ce que vous voyez et à essayer de traduire votre impression, votre ressenti sur Twitter, sur le hashtag RDVF. Niels, une petite question? Alors moi, il y a une facette chez vous que je trouve vraiment passionnante également. C'est vous dites que si vous lanciez en politique, votre programme comporterait 3 priorités à l'exclusion de toutes les autres, la culture, l'éducation et la recherche. Victor Hugo disait mettez de la connaissance dans les esprits, c'est comme mettre de la lumière dans les rues obscures, ça fait chuter la criminalité. La culture, l'éducation, la recherche comme premier pilier d'un programme politique. Est-ce que c'est pas un renversement total des priorités politiques actuelles? Non. Victor Hugo aussi disait dans un fameux discours à l'Assemblée nationale que fermer une école, c'était ouvrir une prison. Alors maintenant, attention, dans certains débats que j'ai eus avec certains collègues, certains me disaient, mais tu sais André, il y a des terroristes actuellement qui ont mis des bombes et ils étaient médecins, donc ils ont fait quand même quelques études. Et là, on se pose la question de la nature des études. Et par exemple, je constate qu'en France, mais pas qu'en France, on n'apprend pas aux élèves à penser, on leur apprend à répéter. Et ceux qui réussissent dans les concours, ceux qui ont les meilleurs postes, ils ont répété le maître. Donc on récompense le grand singe. Et je proposerais qu'on récompense ceux qui sont peut-être un peu plus contestataires, mais ceux qui apprennent à penser. Alors cela dit, il est évident que le futur de l'humanité, c'est autour de ces 3 priorités. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez parlé de ce livre, La science et l'ambition pour la France. C'était dans un dîner chez Odile Jacob où, plaisantant comme d'habitude, je lui dis, je suis débordé en ce moment, j'ai pas le temps de me présenter au présidentiel de 2012, mais j'y songe sérieusement pour 2017 ou 2022. Et mon programme existe déjà, mon programme pose en 3 priorités, la culture, la recherche, l'enseignement, à l'exclusion de toutes les autres, qui n'est pas le discours que j'entends chez chacun des candidats. Et j'avais rajouté aussi, pour être candidat au présidentiel, c'était idiot de leur demander 500 signatures de maire, et que je proposais de le remplacer par une condition nécessaire, mais loin d'être suffisante, c'est pour être candidat à la présidentielle, il faudrait au moins avoir une thèse. Ce qui aurait éliminé tous les candidats depuis 30 ans. Et donc, alors ça, cette question-là, je l'ai posée à un certain nombre de chefs d'État actuels. Il se trouve qu'Odile Jacob, qui a la gentillesse de réunir ses auteurs, publie aussi des hommes politiques, et donc à Bill Clinton, à Gerhard Schröder et autres, j'aurais dit, mais vous pouvez avoir la plus grande diplomatie du monde, vous pouvez avoir la plus grande économie du monde, vous pouvez avoir la plus grande armée du monde. Mais ce qui reste du sort de l'humanité, c'est ce que nous ont apporté les Grecs, l'Empire romain. Mais tous ces empires se sont effondrés un jour. Et la seule chose qui reste, c'est la culture. Et j'ai bien aimé la réponse de Clinton, qui lui me répond, vous voyez, si on consacrait le quart de l'argent que nous dépensons en ce moment pour entretenir l'armée américaine en Irak, tous les enfants irakiens iraient à l'école, au lieu d'aller à la mosquée, de donner des armes, etc. Et quant à Gerhard Schröder, à qui je posais la question, lui me répondait, bah oui, mais mon problème, c'est que moi je voudrais être élu dans 2 ans. Et que vos mesures sont les bonnes, mais ces effets se font sentir dans quelques décennies. Il avait une certaine franchise. Mais et tout à fait. C'était pas devant le public, journaliste, etc. Bon. Et tous les hommes politiques pensent ça. Ils disent, vous avez raison, mais mon problème c'est d'être réélu. Nous bénéficions actuellement de mesures qui ont été prises par Louis XIV. Nous bénéficions de mesures qui ont été prises par Charles de Gaulle. Et des mesures épouvantables prises par Georges Pompidou, nous en paierons les pots cassés dans 10 ans. Et c'est ça le futur. C'est-à-dire, en gros, quand vous avez un conflit dans la vie, ou dans une société, il n'y a que 2 manières de résoudre. 2. Ou vous envoyez la police, ou l'armée, et c'est la plus grande armée qui triomphe, ou vous essayez de convaincre. La première approche est plus rapide, mais chacun sait, vous savez, c'est ce dessin humoristique, vous voyez un petit poisson mangé par un gros poisson, lui-même mangé par un plus gros poisson, lui-même mangé par un plus gros poisson. Il y a toujours une armée plus forte, et vous perdez un jour ou l'autre. Et l'éducation, la culture, c'est long, ça prend du temps.
C'est pas toujours un bon résultat, mais c'est la seule solution, y compris dans les problèmes de chômage, de difficultés. Regardez quelqu'un qui est en difficulté, qui socialement ne va pas du tout, qui est malade, qui est pas en forme, etc. Si vous l'avez éduqué, il réagira autrement, il se soignera autrement, il fera attention à ne pas manger n'importe quoi, qui du coup lui donne des maladies, etc. Mais c'est sur des siècles que ça peut porter. Et de temps en temps, nous avons connu des époques extraordinaires, les Grecs il y a 2300 ans, certaines périodes du Moyen Âge, Louis XIV, certaines mesures de Napoléon, pas toutes, mais certaines. Et depuis 1945, il y a que 2 chefs d'État qui ont compris cette affaire. L'un était à gauche, l'autre à droite. L'un s'appelait Pierre Mendès France et l'autre s'appelait Charles de Gaulle. Les autres n'ont pas compris. Mais je ne désespère pas de les cultiver. J'en citerai un qui a apporté beaucoup. C'est Frédéric II de Danemark, pas de Prusse, roi du Danemark en 1580, qui consacre 5% du produit national brut de son pays à la construction d'un seul observatoire, qui est Uraniborg, où il met Tycho Brahe, c'est Tycho Brahe, Kepler, Galilée derrière, etc. Et c'est le démarrage c'est l'invention de la recherche scientifique, de la démarche scientifique, c'est derrière le siècle des Lumières, le monde industriel. Et pourquoi l'Europe a été en avance sur les Chinois, les Indiens, les Arabes? On n'est pas plus intelligent qu'eux. C'est qu'on bénéficie de l'héritage de Frédéric II. À la même époque, l'Espagne, qui voulant défendre la chrétienté, a construit l'investissement Armada. C'est ruiné, pour dire ça, qui chacun sait, a fini au fond de la mer. Donc on voit des investissements, et je rêve d'un nouveau Frédéric II. Mais alors justement, quelles sont les ruptures dans lesquelles il faut investir aujourd'hui, puisque je répète, la recherche, l'éducation, et actuellement, on se trompe. L'Europe, par exemple, a compris qu'il fallait mettre de l'argent dans la culture et dans la recherche. La France a essayé, mais ils font une erreur énorme. Ils demandent aux gens de faire des dossiers. Et dans ce livre, j'expliquais que les chercheurs français ne font plus de recherche, ils font du papier. Et donc 60% des chercheurs passent leur temps à demander de l'argent, que les 40% restants passent leur temps à lire les dossiers en question. On fait plus de recherche. Et si vous voulez de l'argent, c'est facile. Vous proposez un projet qui n'est pas très ambitieux. Vous allez améliorer la 27e décimale d'un truc connu jusqu'à la 26e décimale. Là, vous aurez de l'argent. Et je me suis amusé à prendre les dossiers de Galilée, de Darwin, d'Einstein ou de Wegener. Eh bien, aujourd'hui, ces gens seraient refusés comme chercheurs ou comme argent. On dirait, oh là là, publications insuffisantes, sujet trop risqué. Autrement dit, ce qu'il faut faire, c'est investir. Et quand on investit, on fait des paris. Et quand on fait un pari, on gagne pas à tous les coups. Mais si moi, on me donne les moyens de recruter 10 personnes, qu'il y en a 9 qui sont complètement nuls, et qu'il y en a un qui s'appelle Einstein, je considère que j'ai gagné. Et c'est pas du tout l'attitude qui est faite actuellement, avec un nombre de bureaucrates qui vérifie chaque sou, chaque truc, etc., qui traite les citoyens comme des gens de seconde zone. Et mon expérience en tant qu'enseignant, c'est chaque fois que j'ai traité les étudiants comme des enfants, ils se comportaient comme des enfants. Chaque fois que je les traitais comme des adultes, ils se comportaient comme des adultes. Donc je dis, allons-y, disons que c'est la priorité, allons de l'avant. S'il y a quelques dérapages, c'est pas grave, c'est la direction. Vous dites d'ailleurs que les scientifiques ne disent jamais la vérité. Vous avez une très jolie histoire sur les pygmées aveugles, qui illustre ça, si vous pouviez la raconter très rapidement. Oh, ben, l'histoire est simple, c'est une blague. C'est des pygmées aveugles en Afrique. Ils sont pygmées, ils sont petits. Et ils sont aveugles. Mais ils sont curieux. Ils décident que la culture, c'est important. Ils partent explorer le monde. Alors, quand vous êtes pygmée aveugle, là, j'ai qu'une main, mais, vous voyez, vous tâtonnez avec votre main, vous décrivez le monde avec votre main. Et ils rencontrent un éléphant. Donc, il y a un pygmée qui touche la page de l'éléphant, un autre qui touche la queue de l'éléphant, un autre qui touche la trompe de l'éléphant, un autre qui touche la défense de l'éléphant, un autre qui touche l'oreille de l'éléphant, etc. Ils reviennent dans leur village. Et chacun décrit la bête qu'ils ont vue, l'animal qu'ils ont vu. Chaque discours est différent des autres. Ils ont tous raison, mais aucun n'a vu l'ensemble. C'est-à-dire quand vous voyez qu'une petite partie des choses, eh bien, vous n'avez pas forcément tout compris. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Je peux raconter aussi une autre histoire, qui est très courte. C'est l'histoire d'un savant fou. Il est fou, il va dans un cirque et il dit au directeur du cirque, passe-moi une puce savante. Alors le directeur lui passe une puce et il dit à la puce, saute. La puce saute. Il coupe une patte de la puce. Il est fou, hein. Saute, elle saute. Il coupe une deuxième patte de la puce, saute, elle saute. Une troisième patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce, saute, elle saute plus. Donc le savant déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. Autrement dit, quand on devrait quelque chose, interpréter, c'est pas forcément facile. Et donc on n'a pas forcément tout compris quand on a vu qu'une chose, et on n'a pas forcément tout compris quand on a interprété. Et c'est pour ça qu'en science, aucun scientifique ne dit la vérité, mais tous peuvent vous dire ce qui est faux. Si vous me demandez comment évoluera la Terre, quel est le futur du système solaire, comment est apparu l'univers, je peux vous dire comment il n'est pas apparu, quel n'est pas le futur de la Terre, mais je ne saurais prétendre la vérité. Et quand quelqu'un prétend qu'il a la vérité, dit moi je sais, c'est ça la vérité, ben, il vous donne une information importante, c'est qu'il n'est pas très intelligent. Alors faut pas lui dire, parce qu'après il faut appeler un psy, ça coûte cher, c'est compliqué. Hein. Mais donc vous comprenez aussi que la science vous apprend le doute et l'humilité. Et combien de nos concitoyens, on parle des hommes politiques, mais aussi des grands chefs d'industrie, autres, de directeurs, combien ils se prennent au sérieux? Ils ne doutent pas, ils sont pas humbles.
Et pourtant, c'est les premières qualités qu'on peut acquérir. C'est les premières choses qu'on peut donner à quelqu'un. Et ça change tout dans la vie. C'est aussi le problème du système compétitif dans l'éducation qui fait que, effectivement, ils pensent être les plus forts. Comment ont vécu les populations d'Amazonie? C'est un étant solidaire. C'est que s'il y en a un qui émerge, il met en danger le plus faible. Quand une tribu est attaquée, quand un troupeau est attaqué, on s'attaque au plus faible. Donc il s'agit surtout pas de les mettre en évidence. Le système de compétition est stupide. Et moi, actuellement, en recherche, on me fait croire que je lutte contre mes collègues. Non. Je lutte contre la nature. Elle a de la peine à se dévoiler, elle. Mais mes collègues, c'est mes collaborateurs. C'est pas mes rivaux. Et c'est pour ça que ce système stupide de compétition. Alors, il ne s'agit pas que les gens ne fassent rien, bien entendu. Mais vous comprenez bien que si la motivation de quelqu'un, c'est la passion, c'est le plaisir, c'est pas la peine de le pousser. Si la motivation, c'est l'argent pour avoir une promotion, c'est fichu. Nous avons un petit jeu à vous proposer, un petit rendez-vous. C'est le rendez-vous avec les internautes. J'ai reçu quelques questions et notamment, alors ce sont des questions simples. Il faut des réponses simples. Alors c'est pas tant simple, c'est rapide. Oui, pardon. Des réponses rapides et des questions très simples et très rapides. Qui vous a inspiré dans votre jeunesse? 2 personnes. Alors d'abord, dans toute jeunesse, c'est un certain nombre de gens merveilleux. En particulier une dame qui était une institutrice, 3e République. Son mari est assassiné par la milice pendant la guerre. Son fils meurt à 6 ans d'une maladie. C'est une femme extrêmement forte. Et pour moi, elle donnait un modèle. C'est que l'instituteur était un modèle vers lequel je voulais tendre. Mes parents m'avaient dit, tu vois André, si tu travailles bien à l'école, peut-être que tu seras instituteur. Je dis, ça c'est trop dur pour moi, mais je rêvais de cela. Aujourd'hui, on connaît des jeunes qui rêvent d'être chanteurs, footballeurs, ce qui sont des métiers honorables. Mais je t'ai inspiré par ça. Et la seconde inspiration, c'est que j'ai rendu 2 personnes. Evry Schatzman, qui a fondé l'astrophysique en France. Michel Hénon, qui est un des meilleurs scientifiques de la fin du XXe siècle. Ils m'ont appris le métier. Et je dis aux jeunes, dans votre vie, si vous voulez réussir, soyez passionnés, faites l'énergie qu'il faut et rencontrez les bonnes personnes. Ils me disent, mais comment on fait? Je leur réponds, dans votre vie, on rencontre toujours plein de gens. Mais quand vous rencontrez les bonnes, ne manquez pas l'occasion. Et donc ça, c'est très important, les rencontres. Il ne faut pas se rester enfermé chez soi, tourner en rond. Il faut être ouvert, il faut être curieux, il faut dire ça me passionne et tout. Et je peux dire à mon âge canonique que la vie est si courte que ne perdez pas de temps. Je dis aux jeunes, faites un truc qui vous passionne. N'importe quoi. Du sport, de la danse, du chant, de la recherche, peu importe. Un truc qui vous passionne, la vie vous paraîtra très courte, mais en tout cas passionnante. Deuxième question, si vous aviez fait un autre métier, lequel? Je sais rien. Si j'avais fait un autre métier, si. Pas instituteur, du coup. Il se trouve que quand j'étais petit, j'étais en classe de seconde au lycée, on m'a présenté au concours général d'histoire. Et en fait, j'étais plus intéressé par l'histoire que par la science. J'ai pas eu de prix quand je connaissais l'histoire parce qu'on m'a posé une question sur, sur le général Lyotet et j'ai écrit un pamphlet anticolonialiste. Alors donc évidemment, je risquais pas d'avoir un prix. Et puis, qu'est-ce qui fait que je suis devenu scientifique? C'est le hasard des rencontres de gens qui m'ont passionné. Et c'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie. Et je crois simplement que je pense qu'il y a des métiers que j'aurais pas pu exercer. Par exemple, j'adore le sport, mais je suis pas très bon. Je joue au football personnellement, mais j'aurais poliment, je vous en prie, prenez la balle avant moi. Il y en a qui donnaient des coups de pied, c'est épouvantable. Donc j'aurais pas été bon dans cette affaire. Chanter, je suis incapable, mais j'aurais bien aimé voir chanter, etc. Mais dans la vie, il y a 50 000 métiers qui sont possibles. Mais faites-le avec passion. Et comme je dis aux jeunes, profitez-en quand vous avez 15 ans, 16 ans, c'est là où tout se joue. Testez. Si vous travaillez un peu pendant quelques années, entre 15 et 20 ans, la suite de l'histoire, vous gagnerez de l'argent et puis vous aurez une vie passionnante. Si vous faites rien entre 15 et 20 ans, vous gagnerez rien du tout et vous aurez une vie épouvantable. Donc si vous êtes paresseux, travaillez pendant quelques années. Si vous êtes courageux, ne faites rien quand vous êtes jeune et ensuite vous souffrirez pendant 40 ans. Dernière question, quelle est la découverte la plus fascinante selon vous? Ouh là là, justement, c'est pas une découverte, c'est un ensemble. Mais la plus fascinante, c'est simplement ce que j'appelle la démarche scientifique. Comprendre comment on fait pour comprendre le monde. Et comprendre le monde, il n'y a que 2 attitudes possibles. Ou bien on dit il pleut, il y a du vent, il y a de la pluie. Alors c'est le dieu de la pluie, le dieu du vent, et on fait des sacrifices pour le mettre le dieu de bonne humeur. Ou bien on dit je vais essayer de comprendre. Je ne sais pas si l'homme est capable de comprendre le monde, mais en tout cas, depuis 2000 ans qu'il essaye, on progresse un peu. Et pour moi, c'est ça la découverte. Comprendre que la démarche scientifique, cet aller-retour entre j'observe, j'interprète, ça c'est extraordinaire. Et c'est une richesse dans le domaine des sciences humaines, dans le domaine de la biologie, dans le domaine de l'astronomie, dans le domaine des mathématiques, je ne vais pas tout citer. Ces découvertes sont extrêmement nombreuses. Et c'est peut-être cette découverte que le cerveau humain... Vous savez que le cerveau humain, il est fait pourquoi? Pour survivre. Échapper à nos prédateurs, manger à notre faim et se reproduire. Moi, je vois un tigre, je pars en courant, je vois un lapin, je veux l'attraper, je vois une dame, je cours après. Et avec ça, je suis censé comprendre le monde. J'ai pas l'outil qu'il faut. Et malgré cet outil primitif, on a compris plein de choses. Ça, c'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais vue. Il se passe énormément de choses sur Twitter. On y reviendra tout à l'heure avec Astrid, mais tout à l'heure, c'est tout à l'heure dans 3 minutes. 3 minutes que je vous cède, Niels.
Moi j'écoutais là, du coup j'étais complètement sous le charme. J'ai une question très simple qui est qu'est-ce que Internet et le numérique globalement changent aujourd'hui dans les pratiques de la recherche de manière fondamentale pour vous? Ça change les choses profondément. Alors il y a plusieurs aspects. D'abord, je voudrais faire remarquer qu'Internet a été inventé et par les physiciens des particules et par les astronomes. Voilà, ces scientifiques voulaient communiquer entre eux, les ordinateurs. Ils ont mis ça en place. Et c'est la communauté des astronomes, la NASA, l'Agence spatiale européenne, les astronomes, et puis les physiciens des particules, le CERN à Genève, etc., qui ont mis ça en place. Vous voyez, et regardez comment l'homme politique réagit mal. La France invente le Minitel, on n'assure pas la suite derrière. Il y a un homme politique au pouvoir à l'époque, je ne citerai pas, ça serait pas gentil pour lui, qui a dit non, c'est pas à l'État de s'occuper de ça. Du coup, Apple, Google, Amazon, tout ça, c'est dans les mains d'autres personnes. Voilà un virage qu'on a manqué par ignorance, par manque de culture. Alors, qu'est-ce que ça change d'Internet? Alors, je dirais, il en est d'Internet comme de la parole d'Ésope. C'est la meilleure chose au monde et la pire. Alors, prenons le côté positif. Le côté positif de l'ordinateur, c'est que ça vous permet de faire des calculs qu'on ne pouvait pas faire avant. J'ai eu la chance, par exemple, de trouver une explication sur ce qui se passe dans l'anneau de Saturne et la manière dont la Terre s'est formée, grâce à des simulations numériques que j'ai pu faire, et que des prédécesseurs comme Laplace, Poincaré et autres avaient attaqué, mais n'avaient pas pu résoudre, faute de temps de calcul, en quelque sorte. Vous savez, je citerai la phrase d'un grand astronome qui s'appelait Albert Danjon, qui était le pape de l'astronomie dans les années 1940-50, qui, lorsque l'ordinateur est arrivé, a dit « Oh, mais c'est une machine merveilleuse. Nous allons en quelques heures faire un calcul qui aurait demandé des années. Mais qu'allons-nous faire de cette machine une fois que le calcul aura été fait ?» C'est-à-dire, il n'imaginait pas que cette machine, une fois que le calcul est fait, servira à autre chose. Donc c'est un changement profond. Ça sert à dépouiller des observations, ça sert à faire des calculs, ça sert à avancer. Mais en même temps, l'ordinateur ne fait que ce que vous lui avez demandé. Il remplace pas le cerveau humain, de très loin. Et en même temps, il y a des petits défauts. Par exemple, je constate que parmi les jeunes étudiants, de plus en plus, certains ne savent plus écrire français. Ils parlent un franglais épouvantable. Je dialogue, ils disent je chatte. Moi, je croyais qu'un chat c'était un animal. Et donc ils parlent un sabir incompréhensible. Ils mettent des sigles, etc. Ils savent plus s'exprimer correctement. Et ne pas s'exprimer correctement, c'est une manière de ne pas être compris, c'est une manière d'être obscur. Donc c'est un handicap énorme. Et donc ça, voilà un défaut. L'autre défaut, c'est que la chose essentielle, c'est la lecture. Quand vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce qui fait que j'ai pu faire ça, c'est que quand j'avais 7 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, j'ai lu quelques auteurs qui m'ont fasciné. J'ai trouvé ça extraordinaire. Au début, ça me plaisait pas. Mes parents me donnaient à lire, je prenais comme une corvée presque. On me faisait apprendre par cœur des récitations à l'école. J'aimais pas ça. Mais une fois que j'ai aimé ça, je trouvais ça extraordinaire. Je vois de plus en plus de jeunes qui ne lisent plus. Et ça, c'est un manque de culture fantastique. Il faut donner l'amour de la lecture aux jeunes. Si vous deviez citer un ouvrage comme ça, spontanément, qui vous a ébloui, qui vous a ouvert une porte. Écoutez, à nouveau, c'est pas un ouvrage, mais quand je me replonge dans Voltaire, quel talent il avait celui-là. Quand j'étais petit, je préférais Rousseau. Je dis Voltaire, c'était moins bien. Maintenant, je préfère plutôt Voltaire. Certaines pages de Victor Hugo, un souffle extraordinaire. Il dit une idée, à laquelle je suis complètement d'accord, mais il le dit avec un talent, un souffle extraordinaire. C'est une page de Molière, où simplement il se moque de trucs classiques et tout, mais avec un talent. La Fontaine, vous lisez La Fontaine, exprimé d'une certaine manière, vous avez tout compris. Il y a la finesse, il y a etc. et tout. C'est pour ça que il y a une certaine rugosité, une certaine rudeur, une certaine vulgarité, une certaine manière de pas écrire actuellement avec on va vite. Moi, je m'efforce par exemple sur Internet ainsi qu'au téléphone de mettre les accents. Je n'écris jamais un mot sans l'accent grave, avec l'accent aigu, l'accent grave. Beaucoup ne font pas ça. Et ce qui paraît une facilité, en fait, est un handicap pour la suite. En même temps, actuellement, ce que je constate avec ces chaînes télévision, Internet et tout ça, c'est que, comme on dit un mot qui n'est pas français, je zappe. C'est-à-dire, on change sans arrêt. Ce qui fait qu'on ne va pas au fond des choses. On a une impression, vous voyez par exemple certaines chaînes télévision, en gros, il faut qu'une nouvelle dure 1 minute, une 30. Et ça, c'est donné. C'est un peu comme un enfant en classe. Il peut pas soutenir l'attention pendant très longtemps. En même temps, le sociologue d'Éric de Kerckhoff dit que les jeunes aujourd'hui ont la tête vide, le cerveau vide, mais en fait c'est parce qu'ils sont connectés et qu'ils le remplissent en flux en permanence en fonction des besoins immédiats. Et d'une certaine manière, ça développe aussi de nouvelles capacités cognitives qui sont intéressantes. Oui, c'est clair. Certains jeux, je sais pas si vous avez vu cette expérience faite avec des chimpanzés qui sur les jeux électroniques sont meilleurs que nous parce qu'eux ils ont des réflexes extraordinaires. Et donc ces jeunes qui font ça développent des réflexes meilleurs que l'homme moyen mais moins bons que le chimpanzé. Et simplement la difficulté dans ce genre de choses quand vous zappez en quelque sorte, c'est de distinguer l'essentiel et l'accessoire.
C'est-à-dire que devant tout texte, devant tout, et on dit, on ne sait pas le distinguer. Le fait que d'aller être abreuvé de nouvelles, ça sort aussi vite. On ne sait pas distinguer ce qui est anecdotique de ce qui est profond et fondamental. Et moi, j'ai toujours on devrait revenir aux sources dans l'éducation. On devrait dire aux gens de l'école primaire, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu apprends à lire, écrire et compter, pas plus. Tu lis correctement, tu écris correctement, tu fais pas de faute d'orthographe, et tu sais faire une règle de 3. On connaît même des ministres récents qui ne savaient pas faire une règle de 3. Au lycée, t'apprends quoi? T'apprends à lire un texte, t'apprends à faire la synthèse, t'apprends à distinguer l'essentiel et l'accessoire, et t'apprends à construire un raisonnement scientifique. C'est tout, ça suffit. Alors on leur fait un tas de trucs totalement inutiles. À nouveau, on n'apprend pas aux enfants à penser. Et pour ça, Internet est à la fois un outil extraordinaire, mais je dis toujours à mes étudiants, il y a plus de bêtises sur Internet que de choses vraies. Donc si on ne connaît pas un sujet, on dit n'importe quoi. On voit des sites de négationnistes, de choses épouvantables, pédophiles se développer sur apprendre à Internet. chercher. Voilà. Moi, c'est utile quand je connais le sujet, mais je sais plus la valeur exacte du truc, donc j'y vais. Mais sinon, on a n'importe quoi, des gens qui disent des fous complets ou des escrocs. Et donc, pour ça le distinguer, il faut avoir acquis les fondamentaux. Discernement, quoi. Voilà. Et il y a un côté superficiel qu'il faudrait éviter. Et c'est bientôt l'heure, hélas, de nous quitter, cher professeur Breyck. Nous avons un petit dernier rendez-vous. C'est le point tweet et je vais demander à Astrid de venir nous rejoindre. Astrid de l'agence Triple C, qui va nous rejoindre pour nous raconter en quelques mots, alors rapide aussi, en quelques mots ce qu'il s'est passé sur Twitter et s'il y a une, deux questions à vous poser. Astrid, bonsoir. Alors, bonsoir à tous. Donc, l'émission a suscité pas mal de tweets en direct, donc ceux qui montrent vraiment l'intérêt des internautes pour ce qu'il se dit ce soir, puis aussi pour la science et puis pour vous, Monsieur Breyck. Donc, j'ai sélectionné une question pour vous. Donc, c'est Fabien qui vous demande si vous avez vu le film Gravity. Et surtout, est-ce que pour vous, ce scénario catastrophe est vraiment possible? Alors, je n'ai pas vu le film Gravity, mais quelques extraits et autres, et j'ai refusé d'aller dans les chaînes de télévision et de radio pour le commenter. Et pour la raison suivante, c'est que les Américains, ils m'ont 5 ou 6 chaînes qui m'ont demandé de commenter pour parler de l'espace. J'ai écouté, où je parle d'espace à propos de découvertes scientifiques, mais pas ça. Et qu'est-ce que je reproche à Gravity? C'est que, d'une part, les effets, les actrices sont super, mais vous savez, à mon âge, on ne peut que rêver. Et donc, en ce qui concerne ce film-là, comme beaucoup de films américains, les effets spéciaux sont extraordinaires. Ce qu'on voit est réaliste. J'ai des copains astronautes qui ont lu, c'est très bien fait du point de vue effets spéciaux. Mais l'histoire d'une pauvreté épouvantable. Et donc, en gros, si vous voulez voir des scènes réelles dans l'espace, eh bien, regardez les images réelles. Regardez aussi le film si vous le voulez. Mais si vous voulez une très belle histoire, remontez aux grands auteurs. Shakespeare, c'est quand même meilleur. Victor Hugo, c'est infiniment mieux. Voltaire, c'est extraordinaire. Enfin, Balzac, c'est riche. Et donc, il y a un effet de publicité. Là aussi, on voit le côté superficiel, publicité, plus on en parle, les gens y vont parce qu'ils croient que c'est à la mode. Donc, personnellement, je suis pas trop intéressé par Gravity, tout en étant conscient de tout l'argent qu'ils ont mis dedans. Donc, je voudrais pas leur rendre un mauvais service. Indépendamment de l'histoire, est-ce que ce scénario catastrophe d'une réaction en chaîne d'un satellite qui rentre dans un autre, qui rentre dans un autre, et puis ça crée une réaction en chaîne, est-ce que ça, c'est un scénario crédible aujourd'hui? Oui et non, c'est-à-dire qu'en gros, il est clair que si vous lancez trop de choses dans l'espace, il y a un bout de collision. J'ai même passé une thèse sur le sujet en 1970, votre grand-mère n'était pas née. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de collisions qui peuvent se produire. Alors, on peut toujours arriver à la catastrophe. En gros, pour l'instant, on risque rien. Il peut y avoir une catastrophe, mais on saurait le prévenir avant. Disons qu'en gros. Mais il est clair que pour maintenir l'intérêt du spectateur, entre guillemets, on invente une histoire un peu pauvrette. Mais il faut dire que pour, comment dirais-je, le spectateur du Middle West américain, il faut pas viser trop haut parce que le pauvre n'a quand même pas un niveau extraordinaire. Il y a qu'à voir pour qui il vote d'ailleurs à ce propos. Donc c'est normal que le film soit un peu pauvre intellectuellement, mais très beau visuellement. Ce que Astrid ne vous dit pas, j'imagine, c'est sous le coup de l'émotion par rapport à vous, mais c'est qu'il y a beaucoup de déclarations d'amour. Les gens vous adorent, les gens vous adorent, les gens vous veulent pour président, les gens sont passionnés par vous. Vous parlez de redonner de la passion aux jeunes, mais les jeunes, vous les passionnez, vous. Attendez, si j'en passionne un ou deux, je suis content, puisque je vous dis, je dois tout à mes maîtres. Eh ben, vos maîtres les passionnent. Si le jour où je ne suis plus là, quelques-uns un peu de passion, j'aurais est-ce que j'aurais fait mon devoir, mais ce que je dis au suivant, donner la passion au suivant. C'est ça qui est important. C'est ça le plus important même. Niels, peut-être le mot de la fin. Alors moi, je voudrais juste dire que vous rêviez d'être instituteur. Je pense que ce soir, vous avez été un magnifique instituteur. En tout cas, nous, on a été comme des gamins dans la classe, les yeux grands ouverts. Vous nous avez aidés à comprendre comment on comprend le monde. Et merci infiniment. Voilà. En tout cas, les enfants, c'est le mieux parce qu'ils ont toute la naïveté, ils posent les bonnes questions. Un adulte déjà est un peu déformé.
Donc j'adore les enfants, mais bon. J'espère que nous avons gardé un tout petit peu notre âme d'enfant. Retournez à votre âme d'enfant. Merci professeur, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Et cette émission est maintenant terminée. Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Merci au Cube, merci à Un Air de Chat, à Gilet Carré, à Triple C. Merci à nos partenaires médias, à Sun, à Notex, à Arte. Merci à tout le monde. Merci à vous, cher public, ici au Cube, ici les Moulineaux. Je vous donne rendez-vous le 19 novembre pour une émission spéciale et participative et en direct le 19 novembre ici à 19h. Une émission sur sur la nouvelle ère du collaboratif. Une émission qui aura lieu avec KissKissBankBank, WeShare et l'artiste Jean-Jacques Berger. Ce sera ici, j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Rendez-vous le 19 décembre avec Muriel de Saint-Sauveur pour le prochain Rendez-vous du futur. Et puis, j'ai déjà 2 petits scoops à vous annoncer avant tout le monde. Ça reste entre nous. En 2014, le 11 février, c'est Carlos Moreno qui viendra nous parler ici. Et le 1er avril, et ce n'est pas un poisson, c'est le philosophe Vincent Cespedes qui succédera donc au professeur Braic. Et en attendant, on reste évidemment en contact sur le site, sur les médias sociaux, à travers des tweets, etc., etc. À très bientôt. Bye bye.